Mesdames, Messieurs, bonsoir. La rentrée scolaire 2023-2024, c'est dans quelques jours et précisément le 18 septembre 2023. Beaucoup d'élèves qui sont détenteurs du BEPC vont s'orienter, certains vers l'enseignement technique, d'autres vers l'enseignement général, d'autres encore vers des métiers. Et pour les accompagner et les aider à bien faire leur choix, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, le CNIOPS, a produit un document très important qui pourra les aider en termes d'information pour faire un choix porteur de réussite. Les spécialistes qui ont conçu le document venant donc du CNIOPS, c'est eux que nous allons recevoir au cours donc, de cette émission pour explorer le contenu de ce document si important, le mini-guide post-BEPC. Donc, quelqu'un qui vient d'avoir son BEPC, dans quelle filière il est capable vraiment, il doit pouvoir s'orienter. C'est de tout cela que nous allons parler. Mais on fera un petit détour sur une orientation que le ministre a donnée, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique aussi a donné concernant la question de l'orientation, comment ça va se faire au cours de l'année scolaire. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, comme je le disais, l'orientation post-BEPC, c'est le sujet au cœur donc, de cette émission concernant ceux qui sont détenteurs de ce sésame. Alors, pour en parler, j'ai deux spécialistes du CNIOPS à mes côtés, de ma gauche vers ma droite. Nous avons M. Blandé Parfait, c'est un des spécialistes qui vient du CNIOPS. Et à ma droite, M. Todo Alipui Emmanuel. Voilà, c'est les deux qui vont décortiquer le contenu donc, de ce document très important qui a été conçu à l'attention aussi bien des élèves, des chefs d'établissement que des parents d'élèves pour mieux accompagner ceux qui ont réussi au BEPC. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons d'abord aborder la question, l'orientation que le ministre a donnée. Vous savez qu'à chaque rentrée scolaire, le ministre sort une note d'orientation de l'année scolaire. Et un des axes dont le ministre a parlé porte sur une nouvelle orientation scolaire et professionnelle plus pratique et efficace. Vous comprenez que la question de l'orientation préoccupe au plus haut point les autorités de l'éducation. Et je vais juste vous faire découvrir une phrase clé concernant l'orientation faite par le ministre qui dit ce qui suit. L'orientation doit permettre à chaque apprenant, où qu'il se trouve, d'être informé des parcours et opportunités d'emploi qui s'offrent à lui aujourd'hui et demain. Les stratégies pour une nouvelle orientation scolaire et professionnelle sont en cours d'élaboration. Vous comprenez que le CNIOPS est à pied d'œuvre. Voilà, parce que c'est le CNIOPS qui élabore la stratégie. Elles impliqueront les structures chargées des questions liées à l'emploi et aux métiers porteurs avec la participation des professionnels qui animeront des conférences afin de dynamiser un cadre d'échange permettant avec le monde scolaire et les entités de formation professionnelle. Alors, vous qui êtes concernés au plus haut point, chers invités, par cette orientation de votre ministre. Alors, quel est le commentaire que vous avez à faire sur cette orientation faite par M. le ministre? Merci beaucoup, Monsieur Marcel Taï, pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous prononcer sur le contenu de cette note d'orientation de rentrée. Effectivement, l'orientation, depuis un certain nombre d'années, a repris du poil de la bête, c'est-à-dire qu'on s'est remis dans une posture pour aller de l'orientation verdite vers l'orientation de choix.
l'orientation de choix de filière de formation. C'est-à-dire qu'on n'est plus censé juste sur les questions de notes de tel ou tel élève orienté, mais de voir le problème de façon plus collégiale, plus globale, et en réunissant tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus d'orientation des jeunes. Ce ne sera plus les élèves, ce sera les jeunes et pourquoi pas au-delà des jeunes, des adultes en quête de formation et d'insertion professionnelle. Et donc, la note du ministre nous demande à ce que tous les acteurs, aucun acteur de ce processus ne doit être laissé de côté. D'ailleurs, dans la production de la politique de l'orientation scolaire et professionnelle, il est demandé à ce que tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'enseignement primaire secondaire, les acteurs de l'enseignement technique, les acteurs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les structures chargées de l'emploi et de l'insertion, les partenaires du monde entrepreneurial, professionnel, et tout ce beau monde-là doit être autour de la question d'orientation. Il doit être associé, impliqué à tout ce processus-là. Voilà. Et de sorte que le document stratégique qu'on est en train de finaliser soit un document qui implique vraiment l'ensemble de ces acteurs-là. Un document inclusif en quelque sorte. Voilà. Et de sorte que, comme l'a bien dit monsieur le ministre, c'est que l'orientation, ce ne serait plus juste informer le jeune pour qu'il choisisse ses filières de formation. L'orientation doit aller de l'information à l'accompagnement et aller vers l'insertion, finalement. C'est-à-dire qu'on ne doit plus laisser le jeune qui vient juste chez le conseiller d'orientation, par exemple du CINIOSP, juste avoir les informations sur les séries et les filières de formation, et puis c'est tout. Mais c'est que tous les acteurs, aussi bien du CINIOSP, du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'ANP par exemple, puissent être autour de ce jeune-là pour l'accompagner, lui donner les informations en amont, de sorte qu'au moment où il va arriver au choix, que ce soit plus aisé pour lui de pouvoir soit choisir un parcours de formation ou une sortie vers l'insertion professionnelle. Voilà. Merci M. Blandé. Alors, on va se tourner vers votre collègue, M. Alepuis, c'est ça? Oui. Alors, le SINIOPS, parlez-nous un peu du SINIOPS. Pour ceux qui ne connaissent pas, puisque nous, on a eu l'occasion quand même de venir découvrir vos bureaux et d'échanger aussi là-bas. Ouais. Merci, M. Marcel, pour l'invitation. Le CENIOSP, je dirais, ça signifie le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, nous intervenons sur deux volets. Le premier volet, ça concerne l'orientation. Donc, nous allons dans les établissements, nous donnons des communications sur les filières accessibles après le BPC et les filières de formation accessibles après le bac. Le second volet concerne la prise en charge des enfants en difficulté scolaire, les enfants qui présentent les inadaptations scolaires. Le Centre national d'information d'orientation scolaire professionnelle est situé dans l'enceinte de la direction des examens, concours et certifications. Présentement, nous sommes dans l'enceinte des examens concours. Très bientôt, nous allons regagner les locaux de l'ancienne direction régionale de l'éducation. Voilà. C'est vrai que cette émission est consacrée à décortiquer le contenu d'un document très très important. Ce document, l'orientation post-BPC. Mais nous voulons voir au cours de l'année dernière, année 2022-2023, vous avez, comme tu l'as dit, vous avez fait le tour dans certains établissements. Oui. Est-ce que les élèves ont porté un intérêt particulier à votre présence, à vos échanges? Est-ce qu'ils ont été vraiment intéressés, motivés par votre présence? Je dirais qu'ils étaient très intéressés par rapport à nos interventions. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on n'a pas pu nous donner des heures d'orientation pour pouvoir passer effectivement dans les classes pour nos communications. Donc, arrivé sur les lieux,
nous négocions avec les chefs d'établissement pour occuper les heures d'études, spécialement les heures d'études. Maintenant, avec ce système de double flux, certaines classes qui n'ont pas des heures d'études, nous les invitons les après-midi s'ils n'ont pas cours, mais ce n'est pas généralement tout le monde qui arrive, au moins la moitié de la classe quand même. Maintenant, au cours de nos communications, ils sont trop intéressés, très intéressés par nos communications. Ils posent beaucoup de questions en tout cas. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons juste fait un tour juste pour comprendre un peu le travail que fait le SINIOS à travers ses spécialistes dont certains sont sur le plateau. Je rappelle que nous allons consacrer au moins 3 émissions sur les documents produits par le SINIOS. Le tout premier, c'est celui dont nous allons parler tout à l'heure, l'orientation post-BEPC. Pour ceux qui sont détenteurs du BEPC, on aura consacré une autre émission pour ceux qui n'ont pas eu le BEPC. Parce que les gens se disent, ben, si je n'ai pas le BEPC, est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a toujours des alternatives, il y a toujours des possibilités. Et les spécialistes ici présents que nous allons recevoir dans les émissions à suivre pourront vous donner des informations. Et il y aura encore une autre émission qui va être consacrée à ceux qui sont détenteurs du baccalauréat deuxième partie, que ce soit pour l'enseignement technique ou bien l'enseignement général. Eh bien, il y a beaucoup d'informations à partager avec eux pour qu'ils puissent faire un choix porteur de réussite. Voilà, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, M. Blandé, voilà un document très important. On veut savoir qu'est-ce qui a amené le SINIOS à produire un document si important. Vu que depuis que le SINIOS existe, on n'a jamais vu un document produit par vous-même. Hein, mais aujourd'hui, c'est une réalité et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Marcel. L'action d'orientation auprès des élèves prend en compte premièrement l'information qu'on doit apporter à l'élève et l'accompagnement qu'il doit subir, qu'on doit lui apporter. Et maintenant, par la suite, comment l'aider dans la planification de son projet scolaire et professionnel. Et la finalité, c'est l'insertion. Donc, vous voyez que l'information est un aspect fondamental, puisque sans l'information, vous ne pouvez pas conseiller le jeune. C'est-à-dire qu'il faut que vous lui présentiez les offres de formation, il faut que vous lui présentiez les métiers, il faut que vous lui présentiez les possibilités de sortie, afin de discuter avec lui. Sans cette présentation préalable, on ne peut pas avoir de discussion. Donc le jeune ne peut pas avoir la possibilité de faire le choix parce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi quand vous allez dans certaines classes, l'une des difficultés, c'est que vous posez la question, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre BPC ou avec votre bac? L'élève vous répond, je ne sais pas. Ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'a pas eu l'information. Tout à fait. Donc, on a jugé bon de vraiment mettre l'accent sur la production des informations, que ce soit en physique, que ce soit numérique, qu'on puisse vraiment diffuser ces informations-là pour que le jeune au moins ait l'information. Parce que le second aspect, comme je l'ai dit, c'est l'accompagnement. Vu le nombre de conseillers que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas assurer l'accompagnement à tous les jeunes. Mais au moins, avec l'information et les appels téléphoniques ou bien WhatsApp, on peut répondre facilement à leurs demandes. Donc, c'est ce qui a nécessité, ce qui a obligé le SINIOS à solliciter l'appui des partenaires pour la production de l'ensemble de ces guides-là et pour informer, pour mettre à la disposition des jeunes. Alors, fidèles téléspectateurs, chers élèves, chers parents, vous avez écouté M. Blandé qui vous dit que le SINIOS est à votre disposition et leurs contacts sont consignés dans ce document. Et si vous voulez les joindre pour avoir d'amples informations, eh bien, ils sont disponibles. Et ce qui a retenu mon attention dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y a tout un schéma pour accompagner le jeune. On lui donne l'information, on l'accompagne et on l'aide à planifier son projet scolaire, puisqu'il est important que chaque élève, dès la rentrée, sache ce qu'il veut faire demain. Ce n'est plus normal que, eh bien, dans notre système éducatif,
quand on pose la question à un élève, qu'est-ce que tu comptes faire demain? Et il reste évasif et puis il ne sait vraiment pas ce qu'il va faire. Non. Aujourd'hui, le SINIOS a mis à votre disposition ou met à votre disposition des informations et la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, fait l'effort de disponibiliser des émissions avec des spécialistes pour que vous puissiez être suffisamment informés. Maintenant, donc, ça veut dire qu'à vous de jouer, n'est-ce pas? Alors, avant de me tourner vers votre collègue, eh bien, au cours de l'année scolaire 2022-2023, nous avons fait le tour dans certains établissements où on est allé animer quelques émissions. Nous sommes allés à Démé à Thiévié, on est allé à Harotoé, nous sommes allés, voilà, je crois que c'est les 2 établissements dans lesquels nous sommes passés. Et on a posé la question à certains élèves, qu'est-ce qu'ils comptent faire après le BPC? La série D, parce que j'aime les mathématiques et les physiques. Et plus tard, j'aimerais embrasser le métier de pilote. Après mon BPC, je vais faire la série A4 parce que j'aime la langue française et je veux devenir une journaliste. Après mon BPC, je voudrais faire la série D parce que j'aime les mathématiques et la physique pour devenir un docteur. Après mon BPC, je voulais faire la série G3 parce que j'aime le commerce. Je voudrais devenir une commerçante demain. J'aimerais faire la série A4 parce que je veux devenir journaliste demain. Après mon BPC, j'aimerais faire la série D parce que j'aime la mathématique et je voulais être une docteure. Je voulais faire la série G1 pour devenir une secrétaire. Après mon BPC, je voudrais faire la série D. J'aime la mathématique. Je voudrais être docteur demain. J'aimerais faire la G1 pour devenir une secrétaire. Je voudrais faire la série C pour devenir un architecte. Je veux faire la série G2 pour devenir comptable. Après mon BPC, j'aimerais faire la série D parce que j'aime la mathématique et physique. J'aimerais devenir le docteur. Nous n'allons pas commenter ce que les élèves ont dit, mais la suite du développement et des commentaires que feront mes spécialistes sur ce plateau vous permettront de comprendre si vraiment ces élèves sont sur la bonne voie ou bien ils doivent faire encore un effort supplémentaire. Alors, nous avons ici, comme je l'ai dit, le mini-guide post-BPC. Monsieur Alupuy, quels sont les modules qu'on peut retrouver dans ce document? Et il y en a combien? Merci, monsieur Marcel. Il y en a en général trois modules. Okay. Le premier module, ça concerne les informations sur les séries de l'enseignement général. Le deuxième module, les informations sur les séries de l'enseignement technique. Et le troisième module, les offres de formation professionnelle accessibles avec le BPC. S'agissant de l'enseignement général, je peux vous dire qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a que 3. On n'a que 3. Mais en seconde, lorsque le jeune quitte la classe de 3e avec le BPC pour aller au lycée, dans l'enseignement général, on n'a que 2 séries. On a la série A4, qui est la littérature, lettres et philosophie, et la série S, qui est la série scientifique. Donc, à partir de la classe de première, la série scientifique se scinde en 2, et on a la série mathématiques et SVT, sciences de la vie et de la terre, qui est la série D, et la série C, qui est la série sciences physiques et mathématiques. Donc, quand on prend la première série, qui est la série lettres et philosophie, la série A4, les matières fondamentales dans cette série sont nécessairement le français, puisqu'on parle de littérature et lettres, le français, l'anglais, l'histoire-géographie, et à partir de la seconde, comme on l'a dit, il y a l'allemand ou l'espagnol, ça dépend du choix de l'apprenant. Donc, au niveau de cette série, sachez-le, lorsque vous avez votre
baccalauréat à la suite des 3 années de formation dans cette série au lycée, c'est que vous avez la possibilité d'aller vers les secteurs d'activité tels que le domaine juridique, tels que le domaine littéraire, tels que la communication, tels que le domaine social. Et accessoirement, on peut aller aussi vers le secteur de la santé. Je vais m'expliquer tout à l'heure pour qu'ils puissent mieux comprendre. Lorsqu'on prend la littérature après l'obtention du baccalauréat, deuxième partie, donc ce qui veut dire que le jeune, une fois à l'université ou bien dans l'enseignement supérieur, a la possibilité d'aller soit vers les lettres, il y a la faculté des lettres qui est là, qu'on appelle FLA aujourd'hui, soit d'aller, lorsqu'on va vers la faculté des lettres, c'est qu'une fois qu'on a fini, soit on est dans le domaine de l'enseignement, soit on est dans le domaine de la recherche dans les langues, etc. Mais lorsqu'on va, par exemple, aller choisir la faculté de droit, ce qui veut dire qu'on va vers les domaines juridiques, c'est-à-dire que je vais devenir magistrat, je vais devenir greffier, je vais devenir notaire, je vais devenir assistant juridique, je vais devenir avocat, etc. Et lorsqu'on va vers une école qu'on appelle l'École nationale de formation sociale pour devenir assistant social, ça veut dire que nous allons vers le domaine social où nous sommes aux côtés des sinistrés, aux côtés des vulnérables pour les aider à s'en sortir. Et tel que je le disais tout à l'heure, on peut aussi aller vers la communication à travers, par exemple, l'Institut ISICA qui est à l'Université de Lomé et qui permet de former des journalistes, des spécialistes en communication pour pouvoir aller travailler dans le domaine de la communication. Et pour finir, je peux dire qu'en ce qui concerne cette série-là, nous avons aussi la possibilité, lorsqu'on est détenteur de faire par exemple l'école nationale des sages-femmes ou bien l'école nationale des auxiliaires médicaux, où les concours d'accès à ces 2 écoles sont ouverts à toutes les séries, de sorte que quelqu'un qui a fait la A4 et qui est bien en sciences et en mathématiques et en chimie par exemple, peut décider d'aller postuler, concourir pour réussir à aller dans cette école de formation de sage-femme ou bien école nationale des auxiliaires médicaux. Tout à fait. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je trouve très intéressant tout ce que M. Blandet vient de développer. Contenu dans ce document, c'est pourquoi nous disons que nous vous convions à l'imprimer et à le lire. Et en complément aux informations, vous serez suffisamment outillés pour faire un choix porteur de réussite. Moi, en toute sincérité, je ne savais pas que si tu fais par exemple les lettres et tu es bon en français, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Tu es bon en mathématiques et en SVT. Tu peux postuler pour l'école des sages-femmes. Oui. Ouais, je viens de le découvrir. Vous voyez, nous-mêmes qui lisons pour beaucoup les documents, on ne connaissait pas ça. Il faut des spécialistes comme eux pour nous révéler ce qu'on ne savait pas. Alors, donc, chers élèves, voilà, ne consacrez pas trop de temps pour les WhatsApp. Même si vous ouvrez vos WhatsApp, lisez les documents qui sont sur les WhatsApp. C'est ça, on vous recommande. Alors, Monsieur Alupi, ce que je veux savoir, avant qu'on aborde un autre aspect donc, de ce document, de ce module, les élèves disent que les professeurs ne leur disent pas ce à quoi les matières s'ouvrent en termes de débouchés. Par exemple, le professeur de français, à la rentrée, logiquement, devait dire aux élèves, si tu fais très bien le français, associé peut-être à d'autres matières, voilà les carrières, les possibilités de choix professionnels qui peuvent s'ouvrir devant toi, comme vient de l'expliquer M. Blandet. Est-ce que vraiment, si c'est une réalité selon vous, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, si c'est une réalité, comment on peut remédier et on peut corriger et comment le SNE peut accompagner même les enseignants à peut-être servir de relais d'information en attendant que vous, en tant que spécialiste, vous veniez vraiment régler la chose.
D'accord. Merci, M. Marcel, pour la question. En fait, concernant cette difficulté, le CENIOSP actuellement est à pied d'œuvre. Ils sont en train d'organiser des formations à l'intérieur pour les enseignants qui vont servir de relais d'information. Là, ça c'est une bonne nouvelle. De telle sorte qu'un enseignant de français, par exemple, comme vous l'avez dit, qui vient en classe, pour son cours, doit motiver d'abord l'élève, doit mener l'élève à aimer la matière. Ce n'est pas tout le monde qui va aller, qui va choisir le domaine de la science. Il y a certains qui sont bons pour le domaine de la littérature également. Donc l'enseignant de français, quand il arrive, il doit mener l'élève en question à pouvoir aimer le français, c'est-à-dire tout ce qui concerne les langues. Pareil également pour l'enseignant de mathématiques qui arrive. Généralement, les enfants ont peur de la mathématique. Et du coup, ils ont peur également de l'enseignant. Donc, quand l'enseignant rentre en classe, ils n'ont pas cette motivation-là de pouvoir suivre le cours. Alors que le domaine des sciences n'est pas un domaine assez très difficile. Il y a certains qui sont appelés à pouvoir évoluer dans ce domaine aussi. Donc, pareil pour l'enseignant des sciences aussi qui arrive, doit motiver l'élève à pouvoir aimer la matière avant de le suivre. Alors, je vais encore rester un peu avec toi sur une préoccupation, parce que comme nous on est en contact souvent avec les élèves et certains parents, ils soulèvent vraiment des préoccupations auxquelles nous n'avons pas comme en fait, des réponses très précises. Alors, il se trouve que les parents se disent, pourquoi certaines matières comme le dessin, voilà, l'agriculture et un peu l'initiation à l'élevage, etc., sont dites des matières facultatives, alors que dans des pays anglophones, ce sont ces matières-là qui ouvrent les portes des métiers aux enfants et les enfants peuvent gagner leur vie à travers ces matières, pour nous ici dans les pays francophones, dites facultatives. D'accord. Merci M. Marcel pour la question. Pour ce domaine, ce sont des domaines vraiment porteurs. Oui. Donc, nous essayons, le CENIOSP toujours est à pied d'œuvre à travers les formations qu'on organise pour les parents, pour qu'ils discutent avec leurs enfants. C'est bien vrai que il y a certains enfants qui aiment le domaine académique, mais le domaine professionnel aussi, c'est un domaine porteur. Ce n'est pas tout le monde qui va choisir les études de langue. Il y a certains enfants qui sont bons pour la formation professionnelle. Donc, à bas âge, il faudra que les parents puissent discuter avec leurs enfants pour qu'ils aient une attirance pour ce domaine professionnel-là, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., etc. Tout à fait. Alors, chers parents d'élèves, le CENIOSP est en train de s'adresser à vous, surtout l'Union togolaise des associations des parents d'élèves UTAP, s'approcher ou approcher les spécialistes du CENIOSP pour vraiment qu'ils puissent les accompagner dans la sensibilisation des parents, parce qu'ils font des réunions de parents d'élèves dans les écoles et c'est des espaces d'échange et de discussion et de suggestions, de propositions à leur endroit pour qu'ils puissent être suffisamment outillés pour amener les enfants à aimer aussi bien les matières académiques que ces matières dites facultatives, parce que l'enfant peut gagner sa vie à partir de là. Monsieur Blandet, complément d'information. Oh, merci beaucoup. Je peux dire que M. Alipi a tout dit, mais je voulais juste dire que c'est des matières facultatives. Je crois que peut-être on va changer d'appellation pour que les jeunes, les jeunes voient qu'il y a intérêt. C'est important de pouvoir, dès le bas âge, au cours primaire, au collège, de s'initier à un métier donné, de s'intéresser à un métier donné, qui, pourquoi pas, peut devenir un métier dans l'avenir. Tout à fait. Dans l'avenir il y a plein d'exemples dans la vie comme ça. Effectivement, plein d'exemples dans la vie. Surtout qu'aujourd'hui, même l'État encourage les jeunes à entreprendre. Voilà, l'entrepreneuriat est au cœur de la politique de l'emploi. De l'État, oui. Donc, comment on peut apprendre l'entrepreneuriat à quelqu'un qui n'est jamais au contact de la chose? Oui, je crois que c'est notre façon de percevoir la chose, de présenter la chose qui va amener l'élève ou bien l'apprenant à voir l'importance dans la chose. Donc, si on change de manière d'appeler la chose, ça va vraiment motiver les jeunes, comme l'a dit M. Alipi. En tout cas, au niveau de la politique éducative, dans la réforme de 1975, toutes les dispositions étaient déjà prises. On les appelait les APP,
les activités pratiques pédagogiques. Alors, pratiques pédagogiques, et moi, je suis allé une fois visiter une école à Kara, c'est l'école SOS Village d'enfants, où chaque élève a le devoir de s'inscrire dans au moins 3 matières dites facultatives. Il y a la fabrication des tirelires, ce qu'on appelle les banques vie en EB. Voilà. Il y a l'initiation aux pépinières, à l'élevage des lapins, voilà, et à beaucoup d'autres choses. La fabrication, par exemple, des éventails. Les élèves de CP2, non, ils le font déjà là-bas à SOS. Et donc, c'est important aujourd'hui que cela soit généralisé dans presque toutes les écoles, puisque la politique éducative a déjà balisé le terrain. Donc, il faut que les gens prennent des initiatives pour que vraiment notre système éducatif forme des citoyens entreprenants. En fait, c'est vers là que nous devons tendre. Voilà, Monsieur Alipuy, nous allons aborder le deuxième module qui touche l'enseignement technique. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir en attendant que... Avant même qu'on aille là, puisque je n'avais pas fini les 2 autres séries, je n'avais parlé que de la série A4, la série C, qui est la série mathématiques et sciences physiques, est une série où, comme son nom l'indique, les mathématiques et les sciences physiques et chimie sont les matières fondamentales. Donc, lorsqu'on a le bac C, vers quelle structure de formation on doit se diriger? Généralement, c'est vers les secteurs techniques et les secteurs technologiques et les secteurs d'ingénierie. Généralement, c'est vers là. C'est puisque la personne est capable de concevoir, capable d'imaginer, capable de produire quelque chose au plus haut niveau intellectuel. Donc là, on pense souvent à la faculté des sciences, où la personne peut continuer en chimie, en physique, en mathématiques, pourquoi pas. On pense aussi à la faculté des sciences de la santé, pour devenir médecin ou bien devenir pharmacien, c'est possible. On pense à la faculté de gestion. On pense aussi à l'école polytechnique de Lomé, qui est une nouvelle école qui associe le CIC et l'ENSI. Voilà. Et on parle d'autres écoles comme les Hameaux, qui est l'école d'architecture. On parle aussi d'autres métiers comme d'autres écoles comme le CERFER pour l'entretien routier, pourquoi pas. Et accessoirement, on peut parler aussi du domaine agricole. Ils ne sont pas très sollicités pour ce domaine parce qu'ils n'ont pas tellement fait la biologie de façon intensive, mais ils sont capables, parce qu'ils l'ont fait, ils sont capables aussi d'aller vers le domaine agricole pour aller faire l'INFA de Tové, par exemple, aller vers l'école supérieure d'agronomie. On peut aller vers les IFAD aussi? Oui. Bon, IFAD, non. Parce que l'IFAD forme les bacs professionnels. Tout à fait. Or, celui qui a le bac C a déjà le bac, donc il ne peut plus aller vers l'IFAD. Mais on connaît des gens qui ont le bac et qui sont retournés faire les BT, qui sont retournés faire les bacs professionnels. Donc, c'est possible, si quelqu'un voit qu'il a du talent dans un domaine précis, avec un bac général, on peut aller vers un bac professionnel pour se renforcer et avoir un métier dans lequel on peut exercer. Lorsqu'on quitte le bac C, on va vers... En attendant, avant que tu ne continues, je rappelle aux téléspectateurs que c'est vrai, nous avons dit que nous allons parler de l'orientation post-BPC. Le développement que vient de faire M. Blandé tout à l'heure a touché un peu ceux qui ont le baccalauréat. C'est vrai que en fait, c'est important que pendant que vous êtes en classe de 3e ou en classe de seconde, que vous compreniez le chemin, voilà, le chemin que vous faites, là où ça va vous mener. C'est pour ça qu'il en fait allusion, puisqu'on a promis de revenir dans une émission consacrée à ceux qui ont le bac 2. Donc, nous ne sommes pas en train d'anticiper, voilà, mais on est en train de juste vous faire un clin d'œil pour que l'élève qui est déjà en classe de seconde sache que voilà, c'est vers là qu'il va tendre. Voilà. Alors, M. Blandé, il faut continuer. Merci beaucoup, M. Marcel. C'est effectivement ça. Il faut se projeter un peu. Parce que quelqu'un peut être en seconde, il dit, je vais faire la série C ou bien je vais faire la A4. À quoi cela va aboutir?
Donc il faut lui faire entrevoir un peu l'horizon en lui disant que, au fait, voilà les possibilités que tu as en allant vers l'enseignement général. Bon, la dernière série, c'était la série D, qui est mathématiques et sciences de la vie et de la terre, qui, dans matière de base, c'est les mathématiques et la biologie, la SVT, mais aussi, accessoirement, c'est la physique. Tout comme pour la série C, accessoirement, la SVT l'était pour la C, accessoirement, les physiques, chimie le sont aussi pour ce qui concerne la série D. Donc la série D, ce sont des gens qui sont bien en mathématiques et qui sont bien aussi en SVT, en biologie. Mais ils ne doivent pas perdre de vue que les sciences physiques aussi sont capitales. Parce que dans certains métiers, tu es obligé aussi bien de prendre les connaissances des sciences physiques et les connaissances de la chimie pour pouvoir avancer. Par exemple, lorsqu'ils vont aller vers la faculté de sciences de la santé, comme je l'avais dit tout à l'heure en ce qui concerne la pharmacie ou bien la médecine, ils seront confrontés à pouvoir aussi bien être bien en chimie qu'en SVT. Donc l'importance aujourd'hui qu'ils puissent comprendre dès que je rentre en classe de seconde et que je suis orienté vers la série D, je ne vais pas négliger la physique-chimie en disant que mes deux matières de base, c'est mathématiques et SVT. Non. Il faut d'ailleurs pour la présélection à la fin, après l'obtention du baccalauréat deuxième partie, dans certaines écoles de formation supérieure, on exige de bonnes notes dans les 3 matières. Donc c'est important de prendre ceci en compte. Et ceux-ci, une fois qu'ils ont le bac, vers où ils peuvent aller? Ils peuvent, si on se projette, ils peuvent aller vers la faculté des sciences de la santé, parce que c'est leur domaine de prédilection, vers la faculté des sciences vétérinaires, les sciences aviaires, comme on l'appelle. Voilà, les structures de formation vétérinaire, parce qu'ils ont bien étudié la biologie, que ce soit au niveau des animaux ou bien au niveau végétal. Ils peuvent aller vers, par exemple, les formations de INFA, de TOVE, par exemple, pour devenir des techniciens supérieurs dans la production végétale, par exemple. Ils peuvent aller vers l'école supérieure d'agronomie, où vraiment c'est leur domaine de prédilection, parce que quelqu'un qui a fait l'AD connaît très bien les sciences de la vie et de la terre et associées à la chimie et puis aux mathématiques. Donc, tu n'as pas parlé des métiers du numérique, hein, oui. Ceux qui font la C, oui. Parce qu'aujourd'hui c'est le métier porteur, oui, d'accord, j'en venais parce que j'aurais souhaité faire une synthèse en ce qui concerne les autres séries de l'enseignement technique, notamment la E, pour dire que les domaines tels que, ou bien les écoles telles que l'Institut africain d'informatique, tels que l'EPL que je venais de dire, doivent former dans le numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'ingénierie en informatique sans parler de ces écoles-là. Donc, c'est les gens qui ont fait la C, la D ou la E, et certains même de la F peuvent aussi être sollicités pour aller. Je ne vais pas citer certaines écoles ou bien certaines filières de formation. Ça ne veut pas dire lorsqu'on a un bac D ou bien un bac C, on ne peut pas y aller. Je fixe, ou bien je veux que les jeunes entrevoient par ma présentation les secteurs clés ou bien les filières de formation clés. Mais accessoirement, comme je l'avais dit pour la A4, on peut avoir d'autres possibilités de formation après le baccalauréat, puisqu'on dit que le bac D est un bac qui permet de tout faire. Et effectivement, quand on a un bon bac D avec des notes, de très bonnes notes dans toutes les matières, on a un embarras de choix. C'est là que le conseiller vraiment intervient, puisque l'information ne suffit plus. Il faut le prendre en entretien, l'écouter, lui faire passer des tests
pour qu'on voit où se trouvent ces centres d'intérêt afin qu'on puisse l'orienter vers là. Parce qu'il peut être génie et meilleur de sa promotion dans une filière de formation donnée et ne pas s'adapter plus tard dans son monde du travail. Alors, fidèles téléspectateurs, les élèves qui nous suivent, les parents qui nous suivent, j'espère que vous êtes en train de comprendre l'enjeu de cette émission, l'enjeu de tout ce qui est en train d'être expliqué sur les choix des séries et post-BPC bien entendu, et qui vont conduire au choix des filières de formation universitaire et vous donner plus de chances d'insertion socio-professionnelle. Alors, M. Blandé a dit quelque chose de très important. Il faut être bon dans vos matières de base. Vous ne pouvez pas être en série D et vous réussissez à peu près avec un 7 en mathématiques, un 6 en SVT et vous avez réussi avec des matières littéraires. Ça veut dire que vous êtes en D, mais vous avez réussi à un bac littéraire. De la même manière, il y a des gens qui sont en lettres, mais ils réussissent à un bac scientifique. Quel est l'impact, M. Alpi, quel est l'impact véritablement de cette attitude, enfin, cette façon de réussir qui pose en réalité problème? Parce que j'ai suivi en fait le ministre quand il était question d'ouvrir en février dernier l'école nationale de formation des professeurs d'école. Il a dit que lorsqu'on a fait l'étude des dossiers, mais beaucoup d'apprenants sont en D, mais en réalité, ils ont réussi à un bac littéraire et ça pose un réel problème. Comment les élèves doivent se prendre véritablement pour corriger afin que durant la suite de leur parcours, qu'ils ne soient pas confrontés à des problèmes que vraiment ils ne pourront pas résoudre finalement. Merci M. Marcel pour la question. Au cours de nos communications dans les classes, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les critères de l'orientation. Après la connaissance de soi, le second critère, c'est les notes, les performances scolaires. Pour passer les concours actuellement à l'université, on prend en compte, on exige que l'apprenant doit avoir une certaine moyenne dans les matières. Donc pour cela, quand tu choisis la série A4 par exemple, tu sais que tes matières de base, c'est le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, l'histoire géographique. Donc, dès la classe de seconde, tu commences en même temps par te préparer. On sait au bout de 3 ans, on sait que tu as vraiment, véritablement un baccalauréat, un bac littéraire pour t'ouvrir les portes au niveau de... À partir de mention bien allant. Voilà. Quand tu choisis la série C ou la série D ou bien l'enseignement technique, tu dois également travailler dans tes matières de base. C'est très important pour pouvoir avoir une chance d'être sélectionné lors des concours à l'université. Monsieur Blandé, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les élèves ont des embarras, ils retrouvent des notes qui, dans leur matière de base, qui ne leur donnent pas vraiment de possibilités et ils sont embarrassés? Très souvent, carrément, il abandonne parce que quand il passe le concours ou bien même il dépose pour l'étude du dossier et qu'il n'est pas sélectionné, ben, carrément après le bac, c'est la fin des études. Donc, en amont, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que déjà, après l'obtention du BPC déjà, même avant même l'obtention du BPC, l'élève et le parent doivent vraiment, les deux doivent s'asseoir pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Et si l'élève ne sait pas et que le parent n'a pas les moyens de l'aider, ben le centre est là pour pouvoir aider à travers les contacts qu'on va laisser tout à l'heure pour qu'il puisse voir comment on peut vraiment aider ce jeune-là. Parce que le problème commence après l'obtention du BPC. Les notes après le BPC en mathématiques et en français pour l'orientation du jeune en seconde ne reflètent pas. On veut l'amener en D ou bien en S. Voilà que les matières c'est 10-11. On veut l'amener en A4. Les notes aussi c'est 10-11. Bon, finalement, le proviseur peut décider, mais les structures chargées de l'affectation des brevetés, voilà, va dire, bon, on l'envoie en A4, ou bien bon, on l'envoie en D. Peut-être que ce que le conseil a décidé ne convient pas aux jeunes, ou bien à l'apprenant. Ben, il doit subir. Ah oui, c'est ça. Il doit subir, et puis c'est la démotivation qui commence. Il est dans une série littéraire, mais il aurait bien voulu être dans une série
scientifique et ils ne s'adonnent plus vraiment pour pouvoir réussir comme il faut. Il y a un problème de démotivation là qui commence et ce problème de démotivation est renforcé par le problème que vous avez soulevé tout à l'heure qui est le fait que nos jeunes ne s'adonnent pas vraiment maintenant aux études. Il faut vraiment s'asseoir, prendre ces documents, les lire, faire des exercices comme il faut dans sa série. C'est ça qui donne de bonnes performances, c'est ça qui donne de bonnes notes. Si on n'apprend pas, si on est tout le temps sur les WhatsApp et autres, on ne peut pas vraiment réussir dans sa série et qu'à la fin du baccalauréat, l'obtention du baccalauréat reflète vraiment les notes de sa série. Tout à fait. Et lorsqu'on n'a pas les notes là, l'orientation par la suite est difficile et très souvent on abandonne les études. Tout à fait. On va aborder avec M. Lepuy le deuxième module qui porte sur l'enseignement technique, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, mais je fais rapidement le point pour rappeler aux apprenants qui nous suivent que depuis l'année passée 2022-2023, eh bien, le ministre de l'enseignement primaire secondaire a institué ce qu'on appelle les conférences d'actualité dans les écoles. Et un des thèmes qui tient à cœur le ministre, c'est la culture de l'excellence. La culture de l'excellence veut que la plus faible note, quelle que soit la classe dans laquelle tu te trouves, eh bien, dans les matières fondamentales, la plus faible note, ta plus faible note après évaluation doit être au moins 12. Si ta plus faible note est 12, ça veut dire que tu dois avoir 13, 14, 15 jusqu'à 18. Voilà. Parce que c'est possible de l'avoir. C'est possible si vous vous consacrez. Si vous vous abandonnez les compagnies coupables, les pertes de temps inutiles, les relations coupables, et vous laissez de côté les WhatsApp, chers élèves, à cette rentrée 2023-2024, si vous vous concentrez, vous ne pouvez que être des enfants excellents. Et c'est ce que souhaite le ministre, c'est ce que souhaitent vos parents, et c'est ce que souhaitent aussi vos enseignants. Parce qu'un enseignant est content et fier si l'élève réussit brillamment. Oui. Voilà. Monsieur, puis nous allons aborder donc le deuxième volet, le deuxième module qui touche l'enseignement technique avant de terminer cette émission par les offres dont vous avez parlé. Merci, Monsieur Marcel. Un apprenant qui ne veut pas choisir l'enseignement général peut aller dans l'enseignement technique. Voilà. L'enseignement technique est subdivisé en 3 parties. Il y a d'abord les séries techniques administratives, notamment la série G1. Il y a les séries commerciales, techniques commerciales, notamment la série G2 et G3, et les séries industrielles, c'est-à-dire la série F1, F2, F3, F4E et la série TI. Voilà. En ce qui concerne la série G1, organisation et méthode administrative, cette série a pour matière fondamentale l'organisation, méthode administrative, OMA, écrit professionnel, le français, et les techniques de base de secrétariat. Donc, un apprenant qui choisit la série G1 après le bac, les possibilités de formation, il peut s'inscrire à l'école supérieure des assistants administratifs pour sortir assistant administratif ou assistant juridique. Il a également... Ça c'est à l'ENA? Non, les AD, c'est à l'université de Lomé. Ah, à l'université, à l'université de Lomé. Secrétariat de direction, oui. Il a également la possibilité de s'inscrire au CI2L, Centre international de langue, pour sortir secrétaire bilingue. Il a également la possibilité de s'inscrire à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts. 3 options, il y a le journalisme, la communication des organisations et publicité et art graphique. Il y a également la possibilité de s'inscrire à la faculté des lettres, langues et arts. Il peut également s'inscrire dans les écoles privées de droit et d'interprétariat. Donc voilà pour la série G1. Voilà. Mais ça, c'est des formations qu'offre l'État à travers ces écoles. Oui. Est-ce que les privés aussi ont des filières comme ça où un jeune qui ne peut pas ou qui ne veut pas aller à l'université peut pouvoir s'inscrire dans cette région de temps? D'accord. Les écoles privées, il y a l'ISDI par exemple qui forme en droit et en interprétariat. Donc quelqu'un qui a eu le bac G1 peut également s'inscrire dans ces écoles-là. Sauf que c'est le coût qui va l'écraser. Oui, c'est le coût, effectivement. Il ne faut pas oublier aussi cet aspect. Mais comme c'est négociable, donc... Pour les séries commerciales, il y a la série G2, la série G2, la série G3. La série G2
c'est la comptabilité. Les matières fondamentales sont les techniques quantitatives de gestion, la comptabilité, les mathématiques générales, les mathématiques financières et économie. Et il faut préciser que pour ceux à l'intention des apprenants qui veulent choisir cette série, ils doivent bien faire les mathématiques. Voilà, c'est ce qu'on dit. Parce qu'après le bac, il y a une affluence. Quand je prends par exemple la faculté des sciences économiques et de gestion, ils sont nombreux là-bas. Mais généralement, ceux qui réussissent, ce sont ces personnes-là qui ont eu le bac scientifique, c'est-à-dire le bac C et le bac D. Généralement, ceux de la série et qui sont bons dans les matières de base. Dans les matières de base. Puisque à la FASEG, c'est la mathématique. Il faut être fort en mathématiques. Puisque au cours de leur apprentissage, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la comptabilité. La comptabilité, ils négligent les mathématiques financières, les mathématiques générales. Donc c'est pour également attirer leur attention par rapport à ça. Ils peuvent plus tard, après le bac, s'inscrire à l'Institut universitaire de technologie et de gestion, dans les écoles privées de finances et banques, à l'École nationale de formation, l'École nationale de formation sociale, accessoirement à l'École nationale des auxiliaires médicaux, à l'École nationale de sages-femmes et également en faculté de droit. En ce qui concerne la série G3, les matières fondamentales, il y a les techniques commerciales, l'anglais, le français, l'économie, mathématiques générales, financières, écrit professionnel et bureau commercial. Ceux-là aussi peuvent également s'inscrire à l'Institut universitaire de technologie de gestion, en FASEG et dans les autres écoles que j'ai citées. En ce qui concerne les séries industrielles, la série F1, F2, F3, F4, E et TI. En ce qui concerne la série F1, les matières fondamentales sont la construction mécanique, la pratique fabrication, l'analyse de fabrication, mécanique appliquée et technologie. Celui qui a le bac F1 peut s'inscrire en faculté des sciences, option physique par exemple. Il peut s'inscrire également à l'école polytechnique de Lomé et choisir l'option génie mécanique pour sortir ingénieur. Ceux qui font toutes ces formations-là, est-ce qu'il est possible de s'installer à leur propre compte à la fin de leur formation? Oui, c'est possible de s'installer à leur propre compte. Généralement, ceux qui ont le bac industriel, leur vision, c'est de sortir ingénieur. Maintenant, quand ils passent le concours de l'école polytechnique de l'eau, du CIC ou soit de l'INSI, quand ils ne réussissent pas, ils sont démotivés, ils restent à la maison. Ça, ce n'est pas bien. Ils peuvent travailler avec leur bac industriel. C'est un bac professionnel. Ils peuvent s'installer à leur propre compte, poser les jalons et avancer. Voilà. C'est ça. Alors, on va terminer rapidement. D'accord. En ce qui concerne la série F2, l'électronique, les matières fondamentales, il y a la construction mécanique, le schéma technologie électronique et automatisme. La série F3, c'est l'électrotechnique. Les matières de base, études, projets, technologie, études d'équipement, mesures et essais. La série F4, la génie civil, ça concerne les BTP, les métiers de BTP, bâtiments, travaux publics. En ce qui concerne la série E, la construction mécanique, les travaux pratiques, mathématiques générales, la technologie générale. Pour toute cette série, lycée d'enseignement technique, lycée d'enseignement technique à Didogomé, ou soit le lycée d'enseignement technique à Tiégou. Donc pour toutes ces séries, ils peuvent s'inscrire à la faculté des sciences, ils peuvent passer le concours de l'EAMO, le concours de la CFMI, le concours de l'INFPP, de l'INFA de Tove également, et le concours de l'IAI Togo. Et pour finir, la série TI, la tuyauterie industrielle comme matière de base, les mathématiques générales, traçage, construction mécanique, sciences physiques et mécanique également. Pour cette série, eux aussi peuvent s'inscrire dans ces différentes écoles pour sortir carrossier, chaudronnier, constructeur mécanique, technicien en transport portuaire, aéroportuaire et routier. Merci, merci. Nous n'avons plus beaucoup de temps. On va rapidement terminer par les offres qui sont contenues dans ce document. Oui. Les offres de formation, merci beaucoup. Pour aller vite, comme c'est un document qu'on est en train de présenter, je vais demander aux élèves, aux apprenants, de prendre attache avec... oui, nous allons afficher les numéros. Nous allons afficher les numéros et ça permettra aux apprenants qui n'ont pas le document de nous écrire. Après, on va leur envoyer la version PDF. Voilà. Donc, on a en premier lieu l'École nationale des aides sanitaires qui se trouve à Sokodé, qui est accessible avec le BPC.
et qui forment les auxiliaires médicaux, à savoir les accoucheuses et les aides infirmiers. On a aussi l'École nationale de formation sociale qui forme les agents de promotion sociale de niveau BPC. On a aussi l'Institut national de formation agricole de Tové qui forme les brevets des techniciens en agriculture. Et on a aussi les écoles de formation en alternance. Tout à l'heure, on avait parlé des IFAD, qui sont au nombre de 3. On ne rentre pas concours. Oui, c'est sur concours. Et les frais aussi sont autour de 400 000 francs. Donc, les IFAD et Lavaillon, qui forment en aquaculture, IFAD Barkwasi, qui forment en élevage, et l'IFAD bâtiment d'Adido Gomé, qui forment dans les métiers du bâtiment. Donc, à part ça, nous avons l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel qui est à Lomé ici et à Kara, qui forme aussi dans le domaine, dans les BT. Les BT, à savoir, on va les présenter tout à l'heure rapidement, le Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable, le CREFER de Lomé. On a également les hôtels de formation en hôtellerie qu'on appelle par exemple hôtel école, comme Avenida, comme Ancilla, qui forment dans le domaine de l'hôtellerie avec le BPC. C'est ça. Fidèles téléspectateurs, l'intérêt de tout ce qu'il est en train d'expliquer se trouve dans ce document. C'est pourquoi nous vous convions à nous approcher, à nous écrire. Nous allons vous envoyer la version électronique de ce document. Alors, je vous dis pourquoi c'est important. Vous voyez, quand vous regardez dans le document, c'est un tableau. Vous avez là les conditions d'accès de ces écoles. Il y a le niveau d'entrée, c'est le BPC bien entendu. Ensuite, les filières qui s'offrent à vous. Ensuite, la durée de la formation et l'intitulé du diplôme. De quel diplôme vous allez avoir et puis les débouchés. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important que vous lisez ce document parce qu'une émission, quand même, on n'a pas suffisamment de temps pour rentrer dans tous les détails. C'est cela. Donc, M. Blondé, oui, et ensuite, le Centre régional de formation pour l'entretien routier, le CERFER, qui est très important, qui forme aussi en BT, génie civil, BT, mécanique. Et au-delà, bon, je peux dire que les lycées d'enseignement technique et professionnel et les centres régionaux d'enseignement et de formation professionnelle, les CRETEP, il y en a, ils forment aussi dans les BT. Lorsqu'on prend BT mécanique automobile, on a l'Institut national de perfectionnement, de formation de perfectionnement professionnel et le CRETEP Palimé. C'est les deux au niveau étatique qui forment en mécanique auto. Avec le BT. Ils ont même inséré la formation en alternance pour voilà. permettre de faire et la pratique et la théorie. Voilà. Il y a le BT électrotechnique. Quelqu'un qui a le BPC veut aller vers l'électrotechnique. On a le lycée technique d'Atiégou, de Sokodé et de Glidji et le collège d'enseignement technique de Pia. Et lorsqu'on va vers le brevet de technicien en construction métallique, nous avons l'INFPP de Lomé et le CRETEP Kara. Et en ce qui concerne le génie civil, on va aller vers le BT génie civil au niveau de l'État. Nous avons le lycée technique de Sokodé, d'Atapamé, les CRETEP maritime Palimé et le collège d'enseignement technique de Pia. Et pour aller vite, en ce qui concerne les BT en maintenance informatique, nous avons le lycée technique de Glidji. Et lorsqu'on va vers les BT en froid et climatisation, nous avons le CRETEP d'Apaon, nous avons le CRETEP maritime et nous avons le CRETEP Palimé. Et le dernier, c'est le BT en agropastoral. À part INFA de Tové, il y a aussi le CRETEP d'Apaon qui forme en agropastoral. Il y a Tchamba aussi, une unité là-bas. Oui, voilà. il y a des unités de CEPA. Gamay aussi, non? Oui, Gamay. Eux, c'est ce qu'on va voir dans le Que faire sans le BPC. Là, c'est ceux qui veulent préparer le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle en
agriculture, en élevage, en mécanique, en électricité, etc. Puisqu'on n'est pas obligé d'avoir le BPC avant de faire le CAP. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons donner juste 1 minute à chacun de mes invités pour dire leur dernier mot. En tout cas, nous, on est très contents, satisfaits de toutes les informations qu'ils ont partagées avec nous et l'appel qu'ils ont lancé aussi à l'endroit des élèves pour s'approprier le document, le lire et prendre contact avec les spécialistes. Parce que c'est une affaire de spécialistes. Si vous ne voulez pas faire un choix dérouté, mais un choix porteur de réussite, il faut être en contact avec les spécialistes. Monsieur Lepuy, votre dernier mot. Merci, Monsieur Marcel. À l'endroit des brevetés, des apprenants qui ont réussi le BPC, je leur dirais de faire un point sur leur personnalité, de connaître leurs valeurs, leurs goûts, leurs intérêts avant de faire un choix. Et s'ils ne savent pas comment ça se fait, ils prennent contact avec vous. Ils prennent contact avec les spécialistes, à la personne des conseillers d'orientation. Voilà. Ils doivent être accompagnés, voilà, effectivement. Tout l'État a fait l'effort quand même d'en mettre des spécialistes dans toutes les régions. Dans toutes les régions, voilà. Voilà. Également, ils doivent se renseigner sur les filières de formation, les filières académiques disponibles après le BPC. Et à l'endroit des parents, ils doivent éviter de forcer leurs enfants, d'imposer les filières, d'imposer leur choix aux enfants. Ça fait partie des erreurs que certains parents Ils doivent donner un soutien émotionnel et financier à leurs enfants en vue de faire un choix judicieux d'une formation, d'une filière de formation. Merci, M. Blondel. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais attirer l'attention des parents sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, il est vraiment important que le jeune qui a le BPC ne se bloque pas l'esprit en se disant que si je vais vers la formation professionnelle, je ne vais pas devenir ingénieur, je ne vais pas devenir grand, quelqu'un demain. Non, aujourd'hui, on rentre ouvrier dans une entreprise, on sort ingénieur. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible de commencer petit et de devenir grand demain. Les gens commencent avec le CAP, après, ils peuvent passer le BT, plus tard, ils vont passer le BTS. Et ils ont la possibilité de faire une licence professionnelle si ils ont eu le bac entre-temps. Donc, ce qui veut dire continuer vers le niveau ingénieur, pourquoi pas. Donc, la formation professionnelle, ce n'est pas pour les rater, comme on avait dans les idées. Aller plus vers la formation professionnelle, et c'est l'avenir de demain. Les gens qui ont des métiers dans les secteurs porteurs aujourd'hui, c'est eux qui gagnent plus. Donc, que les parents ne se disent pas, oui, mon enfant, quand il va vers l'enseignement général, oui, il va devenir un grand médecin, il va devenir un grand ingénieur, etc. Oui, on peut commencer en étant ouvrier, comme vous l'avez dit. On peut commencer en commençant par une formation professionnelle pointue, être très calé dans son domaine, et c'est la qualité aujourd'hui qui paye. Ce n'est pas la formation en elle-même qui paye, mais c'est la qualité. Quand on appelle un ouvrier, il fait le travail très bien, c'est sa publicité. Voilà. C'est fini. Donc les autres vont faire aussi appel à cet ouvrier, et c'est comme ça qu'il deviendra millionnaire. Donc merci beaucoup, que les parents vraiment prennent le temps de connaître bien leurs enfants et de les orienter plus vers la formation professionnelle. Alors, fidèles téléspectateurs, chers élèves, chers parents, moi je ne peux plus rien ajouter parce que les spécialistes ont déjà parlé. Alors, qu'est-ce que moi je peux encore dire, si ce n'est de vous recommander de suivre cette émission et de la suivre encore demain, puisque nous mettons ça sur YouTube. Alors, vous avez le temps de la reparcourir, cette émission, et de surtout de solliciter à travers les numéros que nous allons afficher sur l'écran, les numéros des spécialistes et aussi les numéros de l'équipe de débat éducation si vous voulez avoir ces documents. C'est ce que je vous dis. Merci. Merci à nos invités qui sont rendus disponibles pour venir partager toutes ces informations avec nous. Et nous l'avons dit, il y aura encore un autre numéro où nous allons parler de ce qu'il faut faire sans le BPC. Parce que certains se disent, si je n'ai pas le BPC, tout est fini. Rien n'est fini pour vous. Rien n'est fini. Vous avez encore plein de possibilités et du potentiel à vendre. Voilà. Et donc, c'est sur ce que nous vous disons sincèrement merci. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc pour un autre numéro sur l'orientation scolaire et professionnelle sans le BPC.